Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons évoquer le statut et la situation de l'économie chinoise aujourd'hui, mais avant ça, nous allons revenir sur ce que nous avions dit lors du dernier épisode. Lors du dernier épisode, nous avons cherché à évoquer quel serait l'avenir, en fait, des relations internationales et de la géopolitique mondiale après l'inauguration de la nouvelle présidence de Donald Trump, le 47e président des États-Unis. Nous avions fait un point avant sur 2024, disant que 2024 était à la fois une année d'élection démocratique et en même temps une année de déconsolidation démocratique dans le monde à différents niveaux pour différentes raisons, et sans doute l'élection de Donald Trump est une de ces raisons. Ensuite, nous avions évoqué le fait que la présidence de Donald Trump pouvait augurer un nouveau type de relation entre les États-Unis et la Chine, mais quel type de relation? C'est en fait la question que nous voulions poser. Nous avions déjà montré qu'en fait Donald Trump pouvait changer d'avis. Nous avions évoqué le fait que la position des États-Unis sur TikTok serait en fait assez symbolique de ce qu'on peut attendre de la présidence Trump sur les relations avec la Chine. Nous avions aussi dit qu'il y a deux pôles dans cette présidence par rapport à la Chine. Marco Rubio, qui est aux affaires étrangères, et Elon Musk, qui est aussi un portefeuille ministériel en termes d'économie budgétaire. Et évidemment, les deux n'ont pas le même poids, même si du point de vue administratif, du point de vue politique, Marco Rubio est un poste le plus important après le président et le vice-président, la présidence des affaires étrangères extrêmement importante aux États-Unis. Mais de l'autre côté, il y a Elon Musk. Il n'y a pas d'opposition en termes de relations internationales, mais lui-même, comme on sait, c'est l'homme le plus riche du monde, c'est l'homme le plus influent du monde, grâce à la plateforme X, anciennement Twitter, grâce à SpaceX, qui permet à la NASA de continuer à opérer ses vols habités, ses lancements de satellites, alors que Boeing est en difficulté à différents niveaux, au niveau de l'ingénierie. Et évidemment, Elon Musk, c'est aussi un personnage assez particulier. Donc, on a ces deux personnages. Et Elon Musk, pourquoi est-ce qu'il importe pour la Chine? C'est parce qu'il est aussi évidemment le patron de Tesla. Tesla a une grande exposition donc à la Chine. Ses principales usines sont là. Un de ses principaux marchés aussi là. Comment est-ce que Trump va arbitrer entre Marco Rubio, qui est plutôt un faucon sur la Chine, et Elon Musk, qui a des intérêts chinois à préserver? Et qu'est-ce qu'on pouvait deviner, augurer, présager des premières déclarations de Trump? Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec les premiers décrets signés par Donald Trump, c'est que le président Trump est un président qui peut changer d'avis de façon opportuniste, de façon pragmatique, si on veut. On le voit déjà, on l'a vu déjà avec la Russie. Donald Trump a dit qu'il allait régler le problème de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en 24 heures, une semaine, s'il était élu. Dès qu'il a été élu, il a dit que ça allait prendre 6 mois. Et maintenant, sa position est extrêmement, en fait, encore ambiguë. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il veut protéger les intérêts des États-Unis, c'est qu'il veut faire des économies, c'est qu'il pense que c'est à l'Europe de subvenir à la défense des pays européens, dont l'Ukraine. Mais la position vis-à-vis de la Russie est encore fluctuante, et la position vis-à-vis de la Chine, nous l'avions évoqué la dernière fois, la position de Trump par rapport à TikTok sera importante, et on a vu lors de l'inauguration européenne, les responsables européens majeurs n'ont pas été invités, mais le président de TikTok a été invité avec le vice-président chinois. Trump a fait des déclarations personnelles récemment en disant que TikTok était important, TikTok est écouté par les jeunes, c'est pour ça aussi qu'il avait été élu. Et donc on voit que cette présidence Trump, en fait, ne va pas être aussi peut-être radicale vis-à-vis de la Chine. Pourquoi ne va pas être aussi radicale que ce qu'on pensait? Parce qu'il faut se rappeler que juste pendant la campagne présidentielle, Trump avait dit que lui, il allait exiger 100%
de tarifs douaniers sur la Chine, 100% sur tous les biens qui viendraient de Chine, sur toutes les exportations chinoises, en disant que la Chine exportait trop, en disant qu'il fallait remédier à cela, en accusant la présidence Joe Biden de ne rien faire. Joe Biden est à 60%, lui il a promis 100%, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé dès qu'il a été élu? Il a dit qu'en fait, il allait faire des audits, faire des contrôles sur savoir combien de tarifs douaniers on pourrait imposer à la Chine. Donc au lieu de 100% immédiatement, on a peut-être 10%, peut-être 20% dans le futur. On voit que c'est quand même un changement radical. Et en fait, les deux premiers pays qui sont a priori les plus touchés probablement par cette guerre des tarifs douaniers, guerre commerciale, c'est des pays proches des États-Unis, dont des alliés, le Canada et le Panama. Alors on l'a déjà dit la dernière fois, le propre de la présidence Trump, c'est que l'Amérique n'a pas d'alliés. L'Amérique n'a pas d'alliés, il y a juste des vassaux et des ennemis. Les vassaux, c'est les Européens, le Canada, l'Australie, etc. Et les ennemis, avec les seuls en fait avec qui on peut vraiment discuter, parce qu'il y a que avec les ennemis en fait sur lesquels il y a vraiment matière à discuter, du point de vue de Trump, c'est la Russie et la Chine qui sont à la fois des ennemis, mais en fait beaucoup plus proches et presque sur le même standing que les vassaux qui sont en bas et qui de toute façon on n'a pas vraiment à prendre en considération. Ça c'est un peu la vision trumpienne du monde. Donc par rapport à ça, ce qu'on avait dit et ce qui est confirmé, c'est que Trump pouvait évidemment changer dramatiquement d'avis. On le voit sur TikTok, on le voit aussi sur les tarifs douaniers visant le Canada et le Panama. Le Canada, un allié. On vient de dire qu'il n'y a pas d'allié pour les États-Unis aujourd'hui avec la présidente Trump. Et le Panama, pourquoi? Parce que les deux sont liés en fait à la Chine. Trump reproche au Canada de permettre l'importation, la diffusion de fentanyl, de la drogue issue de Chine, et à Panama d'être contrôlé par des entreprises chinoises. Voilà, ça, c'est ce que dit Trump. Et donc, plutôt que de faire des tarifs directement sur la Chine, il les impose aux intermédiaires. Et donc ça, c'est en fait une preuve d'un certain manque de courage politico-économique. Et c'est peut-être un peu dans cette direction qu'il va falloir regarder la présidence Trump. Et ça, en fait, ça intervient. D'une certaine manière, la Chine peut être soulagée, surtout, et c'est là le deuxième partie, en fait, de ce podcast qu'on va continuer ensuite la semaine prochaine, c'est que pour la Chine, c'était un moment crucial, cette élection de Trump, parce que la Chine elle-même, elle est dans un moment, comme on le sait, de difficulté économique. Et elle est dans un moment de difficulté économique tout en à la fois présentant un visage économique extrêmement serein, extrêmement fort. Et donc c'est ça, c'est ce paradoxe sur lequel on va commencer en fait à discuter aujourd'hui. C'est que évidemment la Chine, au début, donc à la fin 2024, début 2025, a dit qu'elle avait atteint ses objectifs de croissance. Alors là, il y a évidemment quelque chose qu'il faut un peu décoder, qu'il faut un peu expliquer. C'est qu'en fait, la Chine a toujours, sauf durant le moment du Covid, a toujours atteint ses objectifs de croissance. Donc c'est quoi les objectifs de croissance? Avant le début de l'année, la Chine dit on va faire 5% de croissance. Et il faut se rappeler qu'il y a plusieurs années, du point de vue du gouvernement chinois, moins de 10% de croissance, c'était non soutenable. Ensuite, ça a été moins de 7% de croissance, ça ne pouvait pas permettre à l'économie chinoise de fonctionner. Maintenant, on est une sorte de plafond nécessaire de 5%. Et évidemment, tout le problème, c'est de savoir en fait qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on peut comprendre, décrypter cette économie chinoise. Alors évidemment, quand la Chine a annoncé ses 5% de croissance, beaucoup de personnes, deux types de personnes, en fait ça c'est aussi intéressant, c'est-à-dire d'un côté des banquiers d'affaires ou des personnes ayant des activités de conseil en Chine, on dit voilà, tout le monde dit que la Chine c'est fini, en réalité la nouvelle Chine c'est la Chine elle-même, il n'y a pas d'autre Chine que la Chine elle-même. Et aussi, ces 5% de croissance, ça a aussi ravi toute une frange qui est à la fois à l'extrême bord du point de vue politique, mais en fait qui est sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire tous ceux qui disent oui, la Chine, c'est l'alternative politique, la seule alternative à l'oncle Sam, la seule alternative aux États-Unis, et donc banquiers d'affaires et
on va dire, non alignés ou partisans du non-alignement ou partisans d'une géopolitique alternative, en fait, se retrouvent un peu sur le plan, sur le fait de célébrer la croissance de la Chine, de célébrer ces chiffres de 5%, qui montreraient que la Chine est résiliente, qui montreraient que la Chine n'a pas besoin de l'Europe, n'a pas besoin de l'Occident, et ça, pour donc ceux qui sont dans cette perspective postcoloniale, c'est une sorte de réjouissance, de phénomène à se réjouir en lui-même, et à la fois pour les banquiers d'affaires qui se prennent cet indice de 5%. On va voir la semaine prochaine qu'il a assez tenu en fait pour le signe qu'il faut continuer à investir dans le pays du point de vue à la fois des petits porteurs et des grandes banques d'investissement. Et c'est là en fait le problème, c'est dans quelle mesure, en fait, est-ce qu'on peut penser que ces résultats sont véritablement des résultats significatifs et surtout des résultats véridiques. Alors parce qu'il y a d'un côté les données officielles et de l'autre côté des données qui sont moins officielles, qui sont parfois proclamées par certains économistes, qui, parce qu'ils remettent en cause la vulgate économique de Pékin, peuvent avoir des problèmes. Sur ces deux points, en fait, on reviendra la semaine prochaine dans un podcast entièrement dédié à cette question de l'économie chinoise aujourd'hui. Merci pour votre attention. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.